Bonjour à tous, bonjour à toutes, collègues, doctorants et étudiants notamment de la faculté des STAPS. Bienvenue dans le cadre de ce séminaire de l'axe Action publique du LACES. Nous sommes à la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui est une unité qui succède à l'ancienne Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, qui n'existe plus. Et il y a eu un processus de transformation de l'établissement. Et c'est dans le cadre de cette Maison des sciences de l'homme que l'axe Action publique, qui est un des trois axes du LACES, qui est une des petites équipes d'accueil de l'Université de Bordeaux, qui rassemble des collègues de l'INSPE notamment, des collègues du STAPS, de sciences de l'éducation, de langue, qui est un laboratoire pluridisciplinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec un collègue, que nous recevons régulièrement des séminaires. Donc, dans le contexte que je peux quand même redire à la fois d'événements du LACES et de l'Axe Action publique, puisque le prochain séminaire se déroule le 4 avril à la Victoire, sur le site de la Victoire, sur la question des jeux traditionnels, de l'anthropologie, de la globalisation et de la localisation des jeux traditionnels. Dans le contexte aussi de la saison olympique, avec un certain nombre d'événements organisés par Jean-François Loucher autour du musée d'Aquitaine et de ses recherches autour de l'olympisme. Jean-François Loucher a invité Vladimir Andreev, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir rejoindre le LACES. Et je laisse à mon collègue Jean-François Loucher la houlette de ce bel événement. Alors, merci André, je crois qu'on va démarrer tout de suite. On s'est déjà vu, vous connaissez Vladimir, je pense. Donc la parole est à toi. D'accord. Ah, excuse-moi, je te suis. Oui, pas de formalisme. Entendu. Bon, merci pour la parole. Bon, alors le thème sur lequel nous sommes tombés d'accord avec Jean-François, c'est que je vous parle. Alors, on a pris le titre La réussite française aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En fait, il y a un sous-titre qui n'apparaît pas, c'est que je vais vous faire une prévision économique. Je vais vous dire le nombre de médailles que va gagner la France, entre autres, et que vont gagner d'autres pays, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et j'ai mis entre parenthèses et plus si affinité, parce que pour un économiste, bon, c'est bien de prévoir les médailles, mais après, vous pourriez vous demander pourquoi organiser les Jeux, puisque je sais déjà le résultat. Bon, ok. Alors, les économistes s'intéressent à beaucoup d'autres questions, et il y en a une en ce moment dont tout le monde parle, qui est le coût des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, comme je pense que mon exposé sur les médailles ne va pas être trop long, si jamais on a du temps ou si vous le souhaitez, je peux après enchaîner sur le coût. Et si je n'ai pas le temps, demain soir, il y a une émission complément d'enquête qui est consacrée au coût des Jeux Olympiques, et ils m'ont interviewé. Donc, parmi les gens qui passeront à la télé, il y aura sans doute quelques minutes où j'aurai la parole à la télé. 3 ou 5 milliards d'argent public. Paf. Ok. Ok, bon, voilà, je me suis fait un peu de pub. Alors, en introduction, je vous rappelle que l'équipe de France olympique a gagné 33 médailles aux Jeux de Tokyo en 2021, que dans un classement par médaille sans tenir compte des couleurs, ça l'a rangé au 10e rang. Et que si on compare ça à Rio de Janeiro 2016, ce n'était pas une très bonne performance, puisque à Rio, la France a eu 42 médailles et ça l'a classé sur le même mode à la 5e place. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il se trouve que, enfin vous le savez, je préside un observatoire qui existait déjà en 2017, et lorsqu'à Lima, en 2017, les Jeux de 2024 ont été attribués à Paris, la ministre avec laquelle je travaillais à l'époque, qui était Laura Flessel, s'est jetée sur les micros en disant « Je donne comme objectif à l'équipe de France de doubler le nombre de médailles à Paris 2024. » Alors si on multiplie 42 par 2, ça fait 84, mais bon, on prend des chiffres ronds, donc tout le monde a dit « Ah bon, elle vient de dire qu'on aura 80 médailles à Paris 2024. »
Il se trouve qu'après, elle est partie, et la ministre qui a suivi, Roxana Maracineanu, avec qui j'ai eu aussi quelques conversations, c'est peut-être pas moi qui l'ai convaincu, mais à la fin, elle a fini par dire que 70 médailles, c'était bien. Que la France aurait 70 médailles, qu'on pouvait se donner ça comme objectif. Après, Roxana a été mise sous le chapeau de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui a dit « tiens, 80 médailles !» Bon. Moi, je n'avais pas de rapport avec Blanquer. J'ai dit « ok, bon ». Et puis, la fin de l'histoire, c'est le président Macron qui a, depuis l'an dernier, déclaré que... Alors, je pense qu'il a entendu dire quand même que 70 médailles, c'était peut-être un peu dur. Enfin, j'espère que ça lui est arrivé jusqu'à lui. Alors, il a dit non, finalement, l'objectif, c'est que la France retrouve sa place dans les 5 premières nations olympiques. Voilà. Et c'est l'objectif qu'actuellement reprend la ministre avec qui je suis en relation actuellement, Amélie Oudéa-Castéra, qui reste donc sur cet objectif. On est dans les 5 premiers, ce qui veut dire au moins 5e. Bon, personne ne pense qu'on sera premier quand même, hein, faut être sérieux. Donc, alors, à Tokyo 2021, qui était 5e? Le Japon, avec combien de médailles? 58. Donc le minimum qu'il faut atteindre, c'est 58, parce que le Japon, il risque d'en refaire 58, hein, c'est pas impossible. Est-ce qu'on a une chance d'arriver à la 4e place? La 4e place, c'était la Grande-Bretagne avec 65 médailles. Alors nous, je rappelle, 33 à Tokyo. C'est-à-dire, ça serait doubler le nombre de médailles. Et puis l'Australie nous talonne aussi. L'Australie, elle a fait 46 médailles à Tokyo. Voilà. Donc, dans une réunion qu'il y avait l'an dernier où il y avait la ministre, moi j'avais dit, il faut réfléchir, est-ce que cet objectif est réaliste? Et que si on l'accepte comme réaliste, il faut quand même faire très attention à ce que va réaliser le Japon, l'équipe du Japon, et l'équipe d'Australie. Parce que la 5e place, elle est en débat. Alors dans le modèle que je vais vous présenter après, on a fait des calculs, et la 5e place, elle est en débat, en fin de compte, en effet, surtout entre le Japon et la France, et un peu avec l'Australie. Si l'Australie performe très bien, elle peut aussi être 5e. Donc voilà pour lancer l'idée. Avec une équipe de recherche composée, outre moi-même, de Nicolas Selle, qui est français, mais qui est prof à la Metropolitan Manchester University, Liliane Bonal, qui est prof à l'Université de Poitiers, Madeleine Andreff, qui est mon épouse, mais qui est de l'Université de Marne-la-Vallée, et Pascal Favard de l'Université de Toulouse, où on a utilisé un modèle mathématique. Alors, je ne vais pas vous faire des mathématiques, je vous rassure. On a utilisé un modèle mathématique pour essayer de prévoir plus sérieusement que des déclarations de ministres combien la France, mais aussi les autres équipes, risquent de gagner de médailles aux Jeux Olympiques. Et pour ça, donc, on a construit un modèle dont je vais vous dire quelques mots, et on l'a utilisé déjà pour le tester, pour le rôder. On a fait les prévisions de Tokyo 2021 et on a trouvé 95% des résultats à l'avance. Okay, donc, ce n'est pas un mauvais modèle. Voilà, c'est un peu ça l'idée. La deuxième idée, c'est que si on veut prévoir les médailles olympiques, il y a différentes manières. Alors, il y a une autre manière qui est privilégiée par Claude Onesta, qui est chargé, comme vous le savez sans doute, est chargé de la performance olympique à l'Agence nationale du sport. Alors, Claude Onesta, il fait autre chose. Il demande à des gens qui travaillent avec lui de compter les podiums, enfin, premier, deuxième ou troisième, remportés par des Français dans les différents championnats du monde, ici ou là, dans toutes les épreuves olympiques. Donc, sa méthodologie, enfin celle qu'il fait appliquer, c'est de dire on va s'intéresser aux performances individuelles des athlètes, et puis en les agrégeant, on aura le résultat de l'équipe de France. Et pour tout vous dire, les résultats qu'ils trouvent ne sont pas très éloignés de ceux qu'on trouve avec le modèle. Mais nous, on va dire, c'est beaucoup plus scientifique, évidemment. On a fait des maths. Et bon, okay. Voilà. Alors nous, on ne procède pas comme ça. Nous, on va essayer d'expliquer le résultat olympique, c'est-à-dire le nombre de médailles des différents pays du monde, exactement 194, ceux pour lesquels on a des chiffres,
par des variables que je vais appeler des variables macroéconomiques. Ce que les économistes ont plus tendance à faire, ou socio-économiques. Vous verrez, certaines des variables sont des variables plus sociaux. OK ? Sauf que ça, on l'a fait, moi ça, je le fais depuis très longtemps, puisque j'ai une doctorante qui a passé sa thèse avec moi en 2007, qui avait déjà fait cet exercice pour les Jeux de Pékin en 2008. Puis après, avec mon épouse et moi, on a amélioré son modèle à la doctorante, et on a publié les résultats de Tokyo 3 mois avant les Jeux de Tokyo 2008. Et l'équipe a fait un article sur nous qui était titré l'économiste extra-lucide. Il parlait de moi. Et il disait, voilà, il trouve les médailles. Bon. Et alors, c'était un modèle un peu rudimentaire. Là, on a essayé, depuis, d'améliorer le modèle en tenant compte de davantage de variables. Je vais vous le dire sans mathématiques. Mais, par exemple, on a pensé que le fait d'avoir été le pays hôte à l'Olympiade précédente était un facteur favorable pour gagner des médailles. Ce qui veut dire que le Japon, pas mal. OK ? Ou que le fait d'être les prochains à accueillir les Jeux, ça pouvait aussi augmenter votre nombre de médailles, si vous préparez déjà à l'avance. Home advantage. Oui, c'est l'home advantage. Alors, le home advantage, c'est une des variables qu'on avait depuis le début. L'effet pays hôte, en français, ou home advantage. Mais vous pouvez avoir le home advantage l'année des Jeux, mais vous pouvez avoir une sorte de home advantage décalé. C'est-à-dire le fait que vous vous préparez à l'avance pour les Jeux dans 4 ans, c'est ce qui est arrivé à l'équipe de Grande-Bretagne en 2008. Ils ont gagné plein de médailles parce qu'ils se préparaient pour Londres 2012. Et le Japon pourrait très bien gagner beaucoup de médailles parce qu'il s'est bien préparé pour l'Olympiade précédente. Donc ça peut avoir des effets. Et puis aussi, on a rentré d'autres variables comme le nombre d'athlètes dans l'équipe nationale. Et puis, on a rentré une variable qui pose beaucoup de problèmes, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, qui est le budget des sports. Est-ce que le pays met beaucoup d'argent sur le sport, quoi ? Bon, ça peut avoir un sens de parler de ça. Alors, revue de la littérature, très rapidement. Bon, tout ça, ça correspond à des articles qui sont publiés ou en cours de publication actuellement. Alors, vous voyez que des gens ont essayé d'expliquer, parce qu'avant de prévoir, il faut expliquer. Donc, des explications du nombre de médailles gagnées par les différents pays aux Jeux Olympiques. Il y a des articles depuis 1972, Ball, etc. Alors, je ne vais pas les commenter tous. Okay, il y a plein de gens qui se sont intéressés à ça. Ils ne sont pas tous économistes, mais ils font tous un peu de mathématiques. Ils font un modèle à chaque fois. Et parmi tout cela, il y a 2 Américains qui s'appellent Bernard and Busey, qui en 2004 ont fait un modèle qui est devenu maintenant la référence pour tout le monde. Toutes les personnes qui veulent expliquer puis prévoir le nombre de médailles par pays se réfèrent partent de ce modèle, si vous voulez. Et alors, dans ce modèle, qu'est-ce qu'ils avaient utilisé, ces 2 Américains ? Ils avaient fait des calculs économétriques, comme on dit. C'est-à-dire, ils avaient essayé de voir quelles sont les variables qui, si on les rassemble, expliquent le nombre de médailles gagnées par tel ou tel pays. Et les variables qu'ils ont retenues et qui se sont avérées statistiquement significatives, disons statistiquement ça marche bien, c'est que les médailles sont expliquées, les médailles d'un pays, le nombre de médailles gagnées par un pays est expliqué par la population du pays, mais ça tombe sous le sens. La Chine gagne plus de médailles que Vanuatu. Vanuatu, vous ne savez même pas où c'est, peut-être. C'est une île du Pacifique. Bon, la Chine, tout le monde sait, la Chine gagne beaucoup de médailles. Donc, la population, c'est très important. La deuxième variable très importante, c'est la richesse. Alors, on peut appeler ça la richesse ou le niveau de développement économique du pays. Et comme indicateur statistique, ça se traduit par le produit intérieur brut par habitant. Un pays riche comme les États-Unis, comme la Suisse, qui ont des forts PIB par habitant, ils vont gagner plus de médailles que le Burundi ou, je ne sais pas quoi, un autre pays africain, etc. Ça, c'est la deuxième variable. La troisième variable, c'est celle que Jean-François évoquait, c'est qu'on a appelé dans notre modèle host, parce que tout ça est publié en anglais, évidemment. Et host, ça veut dire les hôtes, pays hôtes. Le fait d'être pays hôte, ça majore votre nombre de médailles.
Vous gagnez plus de médailles si vous êtes pays hôte que si vous êtes un pays visiteur. Vous bénéficiez du terrain, du pays d'accueil, etc. Et puis, ils avaient, les deux Américains, là, Bernard and Buse, ils avaient utilisé une quatrième variable que nous appelons régime politique, qu'eux, ils avaient appelé soviet. Soviet, c'est parce qu'ils avaient remarqué, comme tout le monde, que les anciens pays communistes, quand ils étaient communistes, et même un peu après qu'ils aient été communistes, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, etc., tous ces pays-là, gagnaient plus de médailles que ce que permettait de penser leur population et leur niveau de richesse. Ils gagnaient toujours plus de médailles. Parce que la RDA, petit pays beaucoup moins riche que les États-Unis, gagnait presque autant de médailles que les États-Unis. L'URSS, qui est un grand pays, mais qui était quand même moins riche que les États-Unis, gagnait plus de médailles que les États-Unis, ou autant de médailles que les États-Unis. Donc, il y a quelque chose là. Et donc, ils ont dit, on va utiliser une variable qualitative, qui est le fait d'être ou d'avoir été un pays soviétique ou un pays communiste. Donc, la Chine, la Russie, tout ça, rentrent dans cette catégorie. Et donc, vous avez cette équation, mais ne vous en affolez pas. Du côté gauche du signe égal, c'est le nombre de médailles gagnées par le pays I à l'Olympiade T, à l'édition T des Jeux Olympiques. Alors, je passe sur les détails de la formule, mais s'il y a des matheux, ils pourront me poser des questions. Vous voyez que ce nombre de médailles, il dépend de N, qui est la population du pays, ensuite de Y sur N, qui est le Y, c'est le produit intérieur brut, N, c'est la population, donc c'est le produit intérieur brut par habitant. Host, c'est le home advantage, ou l'effet pays hôte, et Soviet, c'est le fait d'avoir été un régime soviétique, communiste, etc. Voilà. Et avec leur modèle, ils ont expliqué, ils ont montré que leur modèle expliquait parfaitement la distribution des médailles entre les pays à toutes les Olympiades précédentes en 2004. Voilà. Donc, et tout le monde a été convaincu, on a repris ce modèle. Et donc, en 2008, avec mon épouse et Sandrine Poupeau, qui venait de faire sa thèse avec moi, on a essayé d'améliorer le modèle américain en faisant deux choses. En distinguant parmi les pays anciennement communistes différentes catégories de pays. Parce que parmi ces pays-là, il y en a qui sont rentrés dans l'Union européenne, comme la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Voilà. Donc on a trouvé que ces pays étaient des économies un peu différentes, par exemple de la Russie ou de la Chine. Et puis on a catégorisé les pays qui étaient candidats à l'UE, qui sont rentrés à l'UE, les pays qui étaient les anciens pays de l'Union soviétique, c'est-à-dire le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Moldavie, l'Ukraine, etc. Voilà, pays de la CEI. Puis la Chine, qu'on a trouvé être un pays tout à fait particulier. Puis des pays moins développés à orientation socialiste, par exemple l'Algérie, etc. Des pays qui sont un peu socialistes sur les bords et qui gagnent, ça peut les aider à gagner des médailles. Cuba, etc. Voilà. Et donc, on est arrivé au modèle qui est là. C'est le même que précédemment. C'est le nombre de médailles d'un pays pendant l'Olympiade T dépend toujours de la population, mais on a pris la population 4 ans avant, du produit intérieur brut Y sur N 4 ans avant, du fait d'être le pays hôte, du fait d'avoir un régime politique éventuellement communiste, okay, et on a rajouté, et ça c'est la dernière innovation dans notre modèle par rapport aux deux Américains, et on a rajouté une variable qui s'appelle ici région, et qui prétend, c'est une prétention un peu forte, qui prétend rendre compte de la spécialisation des pays dans différents sports. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée? Si vous regardez quels sont les pays qui gagnent le plus de médailles au sprint, c'est-à-dire aux 100 mètres et aux 200 mètres, ils sont pratiquement tous localisés en Amérique du Nord ou dans les Caraïbes. C'est-à-dire, ouais, là, il y a une spécialisation, ils sont forts là-dedans. Qui gagne les marathons, les 10 000 mètres, etc. C'est toujours des gens d'Afrique de l'Est, les Éthiopiens, voilà. Qui gagne en cyclisme? C'est toujours des Européens, mais plutôt des Néerlandais, des Belges, des Italiens, etc. Et donc, on a divisé le monde en 9 régions, et on a supposé que cette variable
représenter leur spécialisation sportive. C'est un peu excessif, hein, c'est un procédé d'économiste. Mais on a fait ça pour essayer d'améliorer le modèle. Voilà. Et donc avec... Oui. Le C, c'est des maths. C'est une constante estimée économétriquement. Alors, si vous voulez que j'aille plus loin, bon, voilà, c'est des maths. Mais c'est obligatoire de l'écrire. Voilà, ok. Mais ça, pour l'explication des médailles, ça n'a pas une grande importance. Enfin, pour ce que je dis là, ça n'a pas d'importance. Et alors, donc, avec ça, avec ce modèle-là, on a pris les Jeux Olympiques depuis après Moscou 1980 ou après Los Angeles 84. On a pris tous les Jeux et ce modèle explique très bien les résultats. Je vous le dirai dans un instant un peu mieux. Et alors après, pour prévoir, bon, on a un modèle, celui-là, il explique bien la répartition des médailles entre les pays. Maintenant, on veut l'utiliser pour prévoir. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On prend en considération toutes les valeurs de toutes les variables 4 ans avant pour projeter cette année. Et notamment, on ajoute donc à ce moment-là, à ce modèle, une dernière variable que voici, qui est les médailles gagnées par le pays 4 ans avant. C'est-à-dire, on va prendre dans le modèle, pour essayer de prévoir ce qui va se passer en 2024, combien la France a gagné de médailles en 2020, et ça a été en 2021, et 4 ans avant à l'Olympiade précédente. Mais pas seulement la France, pour tous les pays, on va intégrer dans le modèle son dernier résultat. Et alors, il y a 2 justifications à ça. Si on fait ça en mathématiques, on cale mieux le modèle. Alors, le modèle ne va pas partir n'importe où, donner des résultats aberrants. Et il ne va pas nous dire que d'un seul coup, la France a multiplié par 5 ses médailles. Voilà, ça cale le modèle. Et puis, il y a une justification plus sportive qui est il faut sans doute 4 ans pour préparer une équipe olympique. Voilà. Donc, c'est raisonnable de faire cette opération. Donc, ça, c'est plus un modèle d'explication, c'est un modèle de prévision du fait qu'on a rentré les médailles gagnées 4 ans avant. Alors, la première fois qu'on a utilisé ce modèle, c'est quand l'équipe m'a traité d'extralucide. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que ce modèle a donné comme résultat? Eh bien, il a trouvé 70% des résultats à l'avance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a trouvé 70% des résultats à l'avance. Un modèle, ça prévoit une valeur, et ça prévoit autour de cette valeur un intervalle de confiance. Donc, par exemple, il va dire tel pays va gagner X médailles, mais c'est dans un intervalle qui est entre X-2 et X plus 2 médailles. Voilà. Alors, notre modèle prévoyait 70% de vraies valeurs et 88% si on prenait plus ou moins 2 médailles. OK? Voilà. Donc, on trouvait ça pas mal. Hein. Enfin, on peut faire mieux, sans doute, mais on trouvait ça pas mal. Et tant et si bien que l'INSEP m'a demandé d'écrire un article en 2009 pour dire, maintenant, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas prévu à 100%. Bon, là, ça se complique beaucoup. Alors, parmi les facteurs qui font qu'on ne peut pas prévoir 100%, c'est qu'on a omis des variables. Par exemple, il n'y a pas de dopage. Il n'y a pas de dopage dans notre modèle. Or, quand on a soumis ce modèle à une publication dans une revue d'économie, il y a un des rapporteurs qui nous a dit « Attendez, c'est vachement bien ce que vous avez fait, mais quand même, vous êtes un peu gonflé, vous n'avez pas mis de dopage. » Alors moi, j'ai répondu au rapporteur « Ok, vous avez totalement raison, envoyez-moi la base de données avec tous les dopés. » Bon, il m'a dit « Ok, très bien, on va vous publier comme ça. » OK, mais vous voyez, il n'y a pas que le dopage, il y a d'autres variables qui sont susceptibles de manquer pour avoir une explication totale. Elle existe. Alors, ça avait donné ça, donc... Elle existe Non, alors, oui, alors, pour répondre à votre question immédiatement, il y a une base de données sur le dopage. C'est une base de données des 300 000 athlètes testés par an, par WADA, qui est World Anti-Doping Agency. Oui. OK, ils en testent environ 300 000 par an. Et ils en trouvent à peu près 1% de dopés. Ce qui veut dire environ 3 000. Il y a 3 000 dopés détectés, sûrs, etc. OK ?
Ah, ça fait un centième. Hein. OK? Et sur ce centième, il y en a qu'un centième du centième qui sont sanctionnés. Parce qu'en général, un gars qui a été détecté dopé, il sort un truc de son médecin qui a dit qu'il avait le rhume ou je sais pas quoi et qu'il pouvait prendre des produits qu'il a pris. Donc, moi, j'ai calculé qu'il y a une probabilité d'un 10 millième d'être pris en flagrant délit de dopage. Et en plus, 300 000 tests, c'est très peu parce qu'il y a 30 millions d'athlètes alignés par an. Donc, donc, vous voyez, donc, il y a une base de données, mais c'est même pas la tête d'épingle. C'est plus petit que la tête d'épingle du dopage. Donc, on reviendra, je pense, sur le dopage après, si vous avez des questions. Mais pour l'instant, restons-en là. Donc, on avait fait cette projection. Donc là, vous voyez les médailles prévues et les médailles gagnées au JO de Pékin. Donc, par exemple, si je prends la France, 40 médailles gagnées, ça devait être aux Jeux d'avant. Et puis, la prévision, c'est que à Pékin, la France gagne, selon les variantes du modèle, 36 médailles ou 35 médailles ou 38 médailles. Et en fait, elle a bien gagné quelque chose qui était dans cet intervalle. Donc, j'ai mis oui. Par contre, pour la Russie, la prévision, c'était 96, 93 ou 100. Mais en fait, elle en a gagné 21 de moins. Donc, je réponds non. Et donc, vous voyez qu'il y a des oui. Ça, c'est les bonnes prévisions. Le modèle a dit à l'avance le nombre de médailles qu'allait gagner le pays. Puis quand c'est non, le modèle a fait une prévision qui n'est pas confirmée par le résultat du pays. L'ennui, c'est que c'est plutôt des grands pays pour lesquels le modèle se trompe. Parce que prévoir qu'un pays va gagner 0 médaille, c'est très facile. Surtout si le coup d'avant, il en a gagné 0. C'est déjà dans le modèle, bon, c'est à peu près sûr qu'il va encore gagner 0. Donc ce qui est le plus facile à prévoir, c'est les pays à 0 médaille ou à 1 médaille. Par contre, les pays qui gagnent beaucoup de médailles, c'est là que le modèle est le moins précis, si vous voulez. Voilà, alors donc on a trouvé ça. Je ne vous égrène pas tous les pays, mais vous voyez, plus on descend, plus il y a de oui, plus c'est des pays qui gagnent moins de médailles, et plus la prévision s'améliore. Alors après, ça c'était donc en 2008-2009. Depuis 2008-2009, il y a eu encore une vague énorme d'articles publiés sur ce sujet. Hein, alors vous voyez Forrest, Leeds, Trivedi Zimmer, etc., etc. Il y a tout un tas de gens qui travaillent là-dessus. Et tous partent de Bernard Buss, hein, des deux Américains. Alors parmi tout cela, je vais juste sélectionner 2 modèles les plus intéressants et vous dire pourquoi on ne les a pas retenus, bien qu'ils soient très intéressants. Il y a une équipe de chercheurs, des économistes à Liverpool, autour de David Forrest. Donc David Forrest, vous l'avez quelque part. David Forrest et son équipe, ils essaient de faire un truc nettement plus compliqué. Ils essayent de prévoir, enfin non, pas de prévoir, d'expliquer, ils essayent d'expliquer les résultats des Olympiades passées, non seulement par nation, mais en même temps par discipline olympique. Donc voilà, ils essaient d'expliquer pourquoi la France a gagné 33 médailles à Tokyo, mais pourquoi il n'y en avait qu'une en athlétisme. Voilà, c'est ça leur idée. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, ils n'arrivent pas à faire exactement ce que je viens de vous dire. Pourquoi ? Parce qu'en statistique, si vous n'avez pas plus de 30 observations, vos tests ne sont pas... On peut rien conclure. Pour avoir une conclusion, il faut que le test soit fait sur plus de 30 observations. Or, les observations, il y a très peu de sports où on a 30 observations. Hein, sur toutes les Olympiades passées, parce qu'il n'y a pas les statistiques précises pour 1896, etc. Et puis alors surtout, vous n'avez pas le produit intérieur brut et tout. Bon. Donc, il y a un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire discipline par discipline. Alors, ils l'ont fait par groupe de disciplines. Ils ont rassemblé toutes les... Je ne sais plus combien, il y a 100 et quelques disciplines olympiques. Ils les ont regroupées en 14 groupes de disciplines pour avoir assez d'observations, pour avoir un nombre suffisant d'observations. Donc, il y a une discipline qui s'appelle athlétisme. Ah oui, oui, d'accord. On a progressé, mais c'est pas... Il y en a une autre qui s'appelle natation. Ah oui, très bien, mais
dans quoi? En brasse. Bon. Et donc, nous, on s'est dit, ça, on ne va pas s'engager sur cette piste-là. C'est intellectuellement un progrès, mais pour la prévision, ça ne va pas nous aider. Et d'ailleurs, Forest et son équipe ne font pas de prévision. Ils font que de l'explication, pas de prévision. Donc, on ne l'a pas retenu parce que c'est des disciplines trop agrégées, par exemple. Puis, il y a un autre des modèles qui a été fait récemment par une équipe de Canadiens, Blais, Morisset et ses collègues. En 2017, ils ont publié un article en France, en plus, et en français, qui a essayé d'ajouter la variable suivante. Leur idée, c'était de dire la quantité de fonds publics qui est allouée au sport d'élite influence les performances olympiques. Si la France met un gros budget sur le sport d'élite, elle va améliorer son nombre de médailles. Par contre, si l'Inde, comme d'habitude, met pas d'argent sur le sport d'élite, ils vont toujours rester raplapla. C'est un des grands pays du monde qui ne gagne pas beaucoup de médailles. Voilà. Donc, voilà. Sauf qu'une fois que vous avez dit ça, je veux des données sur les fonds publics alloués au sport, vous allez voir le budget des sports, ce qui est normal. Et éventuellement, dans le budget des sports, vous regardez ce qui est affecté au haut niveau, ce qui est affecté à autre chose, bon, etc. Sauf que, là aussi, il vous faut des données pour toutes les années, pour toutes les Olympiades. Et actuellement, il n'y a que 30 pays pour lesquels on a les budgets des sports de manière régulière, etc., qui sont 30 pays européens. Alors, face à ça, ils étaient très embêtés. Ils ont dit, on veut faire ça, mais on ne va pas y arriver. Et donc, ils ont dit, on va chercher une variable approximative des dépenses publiques pour le sport. Et ils ont trouvé quelque chose qui s'appelle les dépenses publiques affectées aux loisirs, à la culture et à la religion, qui est une série statistique suivie régulièrement par l'ONU. Donc on a des chiffres comme ça, alors pour plus de 30 pays. On a ça pour 53 pays. Et ils ont dit on va accepter ça comme une approximation du budget des sports. Bon, il y a un petit problème. C'est que les loisirs, la culture et la religion, ça pèse beaucoup plus lourd que le sport. Si je prends la France, si je prends le budget de l'État français, la culture, c'est 7,5% du budget de la France, et le sport, c'est 0,2%. OK ? Bon, donc on s'est dit, on ne va pas retenir ça non plus. C'est une idée intéressante, mais si on explique avec ça, et en plus, on ne pourra pas prévoir, parce qu'on ne pourra prévoir qu'avec 30 pays, ou même 53 pays, alors qu'il y en a près de 200 qui s'alignent aux Jeux Olympiques. Donc on a dit, ça, c'est une fausse piste. Et donc finalement, pour le modèle qu'on a retenu pour 2024, comporte les variables que je vais énoncer maintenant. Tout d'abord, la variable qu'on veut expliquer. Jusqu'à présent, je ne me suis pas posé de questions, j'ai dit, c'est les médailles olympiques gagnées par les différents pays. OK, on veut expliquer ça. Quels sont les facteurs ou les variables qui expliquent qu'un pays gagne des médailles olympiques? Oui, mais il s'avère que, après les Jeux olympiques, et de plus en plus souvent, il y a des athlètes qui sont disqualifiés, et notamment pour dopage. Alors, quel chiffre on prend? Le chiffre des médailles gagnées avant qu'on sache qu'ils sont dopés, ou le nombre de médailles gagnées une fois qu'ils ont été disqualifiés? Alors, on a décidé, dans notre modèle, de prendre le nombre de médailles gagnées après disqualification. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre les résultats des Jeux Olympiques de Sotchi. Parce que les disqualifications peuvent intervenir pendant 10 ans. C'est-à-dire n'importe quel athlète peut faire un recours contre ses concurrents pendant 10 ans. En disant il est dopé, etc. Je demande qu'il soit recontrôlé, qu'on reprenne ses échantillons d'urine et tout. Donc, actuellement, on ne connaît pas définitivement les résultats de Sotchi, évidemment pas les résultats de Rio de Janeiro, de Pyeongchang, etc. Là, on est bloqué à 2012. Enfin, les derniers qu'on connaisse, c'est 2012. Alors, 2012, c'était à Londres. Voilà. Alors, les Jeux de Londres... On commence à les avoir, ceux de Rio, là, les disqualifications. Oui, on en a, mais il peut y avoir encore des recours jusqu'à 2026. Donc, ça sera stabilisé en 2026. Voilà, c'est ça le problème. Alors, nous, on a dit, on va faire comme ça. On va prendre
le nombre de médailles moins les disqualifiés à la date où on fait le travail d'explication et de prévision des médailles. Pour les variables qui expliquent le nombre de médailles, on a repris, donc là, vous n'avez pas de surprise, la population, le produit intérieur brut par tête, le fait que ce soit le pays hôte, le régime politique, c'est-à-dire le fait d'avoir été ou pas communiste, etc., les 9 régions de spécialisation sportive, et pour la prévision, les médailles gagnées à l'Olympia précédente. Mais nous avons ajouté dans le modèle quelques nouvelles variables. C'est ça qui fait l'intérêt de notre modèle actuel. Nous avons ajouté le nombre d'athlètes par équipe participante. Nous avons ajouté une variable qui est le fait d'être le pays hôte de l'édition suivante des JO. Nous avons ajouté une variable qui est le fait d'avoir été le pays hôte de l'édition précédente des JO, le Japon, pour Paris 2024. Et nous avons rajouté le budget des sports pour 30 pays pour lesquels on l'a. Et puis on a testé 2 autres variables qu'on n'a pas retenues, parce que ça ne donne pas de résultats significatifs. On a testé le fait de savoir, avec des statistiques, est-ce que le climat, c'est-à-dire très clairement la température du pays où se déroulent les Jeux, a une influence sur les résultats. Et la réponse est non. La réponse est non. Cette variable n'influence pas les résultats. Et on a testé une autre variable qu'on a appelée genre, une variable de genre. C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'il y a comme vous le savez, on en a parlé tout à l'heure avec le foot féminin, il y a des inégalités entre le sport féminin et masculin à des tas de niveaux. Okay, donc, est-ce que ça a une influence sur le résultat olympique d'un pays? Eh bien non, ça n'en a pas. Ça n'en a pas. Donc, on n'a pas inclus le climat et on n'a pas inclus le fait d'être homme ou femme. Et on n'a pas distingué les médailles selon qu'elles soient féminines ou masculines. Et donc, on est arrivé à un modèle que je vous prie d'oublier dans la seconde qui suit, un modèle Tobit qui est celui-là. On a fait avec une autre technique qui s'appelle Hurdle aussi des prévisions, mais ça, c'est des maths. Et donc, voilà, ça, c'est les modèles complets, je passe dessus. Et ça, c'est un tableau que je ne commande pas, qui dit seulement que nos modèles expliquent parfaitement, enfin, expliquent avec une probabilité de 99% que ce soit vrai, les résultats passés. Voilà. Donc ça, c'est très fort. À 99%, nos variables expliquent tous les résultats passés. Et alors on se dit, avec ce modèle-là, on peut partir sur la prévision en rajoutant les médailles gagnées les années précédentes. Alors là, j'ai aussi passé... Alors, on a donc rajouté les médailles gagnées les années précédentes et on a retesté le modèle pour voir si il était bon. C'est ce que dit ce tableau-là, sur lequel je passe aussi. Vous n'êtes pas amateur, enfin, je le présume. Et donc, avec ce modèle-là, on a fait... Donc, ce modèle, il a été mis au point, on était au point en 2018. Et donc, on a proposé à l'Observatoire de l'économie du sport, c'est en fait au ministère, on a dit, est-ce que vous souhaitez qu'on utilise ce modèle pour prévoir les résultats des Jeux de Paris 2024 ? Alors, au cabinet, tout de suite, oui, bien sûr, on veut ça. Hein. Et alors, on leur a dit, attendez, là, on ne peut pas vous le faire là, en 2018, puisque nous, on travaille sur 4 ans, on peut faire des choses tous les 4 ans, avec nos variables, mais si vous voulez, on peut voir ce que ça donne pour Tokyo 2020. Donc, on peut vous faire en 2018 la prévision de Tokyo 2020. Et le cabinet a dit, oui, faites-nous, voilà le résultat. Le résultat, il est au tableau. Ça, c'est la prévision obtenue avec notre modèle pour les Jeux de Tokyo supposés se dérouler en 2020. C'est un calcul qui a été fait en 2018 et qui donnait, par exemple, les États-Unis avaient gagné 121 médailles à Rio. Selon l'une des variantes du modèle, ils allaient en gagner 139 à Tokyo. Selon l'autre variable du modèle, 115, avec des intervalles de confiance. C'est-à-dire 139 était compris entre 127 et 151, 115 ou entre 111 et 119. Donc les valeurs extrêmes sont admissibles, mais on pense plutôt que ça sera la valeur centrale qui sera prise.
Et donc, vous voyez que la France, qui avait fait 42 médailles à Rio, on envisageait à 59 ou à 51 médailles. Sauf qu'elle en a fait 33. Et donc, quand on va projeter pour 2024, on va rentrer ce résultat 33, qui est mauvais. Et qui va influencer la prévision, puisque on tient compte du résultat de la dernière Olympiade. Voilà. Alors donc ça, on l'avait fait pour Tokyo. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors les Jeux de Tokyo ont été décalés d'1 an, comme vous le savez, mais en 2021, on a observé les résultats. Et de quoi on s'est aperçu? C'est que notre modèle avait dans son intervalle de confiance 170 pays. 170 pays ont réalisé une performance qui était prévue par le modèle, qui était entre les valeurs extrêmes prévues par le modèle, dans l'intervalle de confiance. Ce qui, pour un statisticien, est satisfaisant. Pour 14 pays, la prévision n'était pas correcte, enfin n'annonçait pas correctement le résultat, mais si on ajoutait ou on retranchait 2 médailles, donc si on acceptait une marge d'erreur de plus ou moins 2 médailles, ces 14 pays étaient bien. Bon, le modèle n'avait pas anticipé le résultat effectif par une marge d'erreur de 1 ou 2 médailles. Donc c'est pas mal. Okay. Et puis il y a 10 pays pour lesquels le modèle a prévu des valeurs qui ont été contredites avec un écart de plus de 2 médailles. Voilà. Alors c'est ceux-là les plus intéressants à commenter. C'est ceux qui sont en haut à votre droite. Alors, le modèle a annoncé pour les Pays-Bas, il a annoncé 13 médailles de moins que ce que les Pays-Bas ont gagné. Okay. Il a annoncé 10 médailles de moins que ce qu'a gagné le comité olympique de Russie, puisque vous savez que la Russie étant hors jeu, si je puis dire, il y avait une équipe de comité olympique de Russie. On avait prévu 10 médailles de trop. Enfin, le modèle a prévu un nombre de médailles qui s'est avéré être insuffisant. L'Italie, là aussi, 9 médailles d'écart, bon, etc. Et puis, il y a 4 pays pour lesquels le modèle a annoncé plus de médailles, nettement plus de médailles, avec un écart de plus de 2 médailles. Il a annoncé que le pays gagnerait plus de médailles que ce qu'il a gagné. OK? Alors, ça commence par l'Allemagne. L'Allemagne a gagné 3 médailles de moins que ce que disait notre modèle. Ensuite, il y a Taïwan. Taïwan a gagné 5 médailles de moins que ce qu'annonçait le modèle. Et regardez tout en haut, la France a gagné 13 médailles de moins que ce qu'annonçait le modèle. Et donc, au passage, on peut avoir l'idée de considérer que ce modèle, à défaut de prévoir tout à 100%, ce que il n'y a aucun modèle au monde qui arrive à faire ça, pour prévoir quoi que ce soit. Hein. Un modèle, c'est jamais, une prévision, c'est jamais exact à 100%. Mais quand on est à 99%, on est très content. Là, on est à 95%. Parce que 10 pays sur 194, ça fait 5%. Le modèle, il a raté 5% des pays. Il a raté 10 pays sur 194. C'est pas mal. Enfin, nous, on trouve ça très bien. Et donc, mais bon, la France, il nous manque 13 médailles. Et donc, nous, avec notre esprit vicieux d'économiste, on peut penser qu'on peut utiliser ce modèle pour juger de la qualité de la performance d'un pays. Avec ces résultats, moi, je peux très bien dire, les Pays-Bas, ils ont surperformé. Ils ont fait 13 médailles de mieux que ce qu'on pouvait prévoir. Par contre, la France, elle a sous-performé. Elle a fait 13 médailles de moins que ce qui était prévisible. Et en effet, quand l'équipe de France est rentrée de Tokyo, ils n'ont pas été félicités, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Macron les a engueulés, Onesta aussi, Brigitte Hernandez également. Tout le monde leur sont tombés dessus en disant qu'est-ce que c'est ? C'est une contre-performance. Nous, on préfère appeler ça une sous-performance. L'équipe de France a sous-performé. Elle aurait dû gagner plus de médailles
que les 33 gagnés. Alors, on peut ne pas croire à ce que je dis et préférer croire le poulpe Iker, qui est cette bête qui devine à l'avance les résultats des championnats du monde de foot ou ce que vous voulez. Nous, on préfère notre modèle. Et donc, pour résumer sur Tokyo 2021, il y a 10 pays qui n'ont pas été prévus correctement par le modèle, c'est-à-dire 5%, que 5%. Pour 95% des pays, on est dans le bon à plus ou moins 2 médailles près pour 14 pays, mais pour tous les autres, on est bon, parfaitement bon. Deuxième chose, on a fait plusieurs variantes du modèle, comme je vous l'ai montré, il y a plusieurs variantes, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Toutes nos variantes trouvent toujours la même hiérarchie pour les premiers pays, le même classement pour les pays. C'est-à-dire dans toutes les variantes du modèle, les États-Unis sont premiers à Tokyo, la Chine doit être deuxième à Tokyo, le Comité olympique de Russie doit être troisième, la Grande-Bretagne doit être quatrième, le Japon, avec l'effet pays hôte, doit être cinquième, l'Australie doit être sixième, et c'est le classement qu'on a observé. Comme je vous l'ai dit, 13 pays ont surperformé, surtout les Pays-Bas, et 11 pays ont sous-performé, surtout la France. Et insatisfaction de Blanquer, Macron, etc. Alors, maintenant, passons à la prévision de Paris 2024. C'était Tokyo. Maintenant, passons à la prévision. Donc, on garde le même modèle, mais on a un problème. Parce que, comme je vous l'ai dit, on rentre les variables de l'année T-4. Or, qu'est-ce que c'est T-4 pour l'année 2024? C'est 2020. C'est bien ennuyeux. 2020, c'est l'année économique la plus anormale possible dans l'après-guerre. Alors, on avait un vrai dilemme. Est-ce qu'on prend 2020, les chiffres de 2020, ou bien est-ce qu'on prend, et donc c'est pas exactement correct par rapport au modèle, mais on pense que c'est pas plus mal, est-ce qu'on prend pas 2021? C'est-à-dire, on réduit T-4 à T-3. OK? Alors, on a fait les calculs avec les deux. Et ça donne grosso modo les mêmes résultats. Donc, conclusion, la crise Covid n'influence pas. La crise Covid, en soi, le fait qu'elle soit arrivée 3 ans avant les Jeux, n'a pas d'effet statistiquement significatif sur les résultats olympiques de 2024. Bon, première chose. Et puis, donc, on a fait les prévisions pour les JO de Paris 2024. Alors là, je vous présente que deux, ça fait 4 variantes. En fait, on en a fait 6. Bon, 4 variantes. Les tableaux comme ça, si vous n'y comprenez rien, pas plus que moi d'ailleurs, si je ne les regarde pas. Voilà. Alors, je vous résume ce qu'il y a dans ces tableaux. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en détail pour tel ou tel pays. Alors, on ne l'a pas publié pour tous les 194 pays, mais pour tous les pays qui gagnent un nombre de médailles qui n'est pas trop petit. Et si je résume les résultats dans ces tableaux, dans toutes les prévisions faites, les 4 premiers classés, d'après leur nombre de médailles aux Jeux de Paris 24, seront 1. les États-Unis, 2. la Chine, 3. le Comité olympique de Russie, 4. la Grande-Bretagne. Et ces 4 pays obtiennent un nombre de médailles inatteignable, c'est-à-dire qui n'est pas envisageable avec notre modèle pour la France. Donc la France peut prétendre au mieux à la 5e place. On ne peut pas aller au-delà. Ou alors, il faut qu'il se passe des choses incroyables, mais par chance, il se passe des choses incroyables. Il se trouve que le CEO vient de dire que la Russie, on ne comptera pas ses médailles en les additionnant. Donc la France gagne une place, là. On vient de gagner une place. C'est pas nos athlètes. C'est Thomas Bach. Il vient de nous donner une place de mieux. Macron doit vivre beaucoup mieux depuis avant-hier. Voilà, parce qu'on a gagné une place. Alors, mais normalement, c'est inatteignable pour l'équipe de France parce qu'il faudrait une terrible sous-performance de la Grande-Bretagne pour qu'on arrive à la 4e place qui se joue à 51 médailles au plus bas. Mais normalement, la Grande-Bretagne devrait avoir beaucoup plus. Elle devrait avoir pas loin de 60 médailles. Donc la 4e place, elle est à 60 médailles ou plus. Mais si l'équipe anglaise s'effondre, elle va tomber à 51 médailles. Là, on peut commencer à rêver.
Okay, mais il faudrait qu'en même temps que l'équipe de France fasse une super surperformance. Parce que 51 médailles, c'est dans le haut de ce que la France pourrait faire. Alors, pour résumer au total ce qu'on trouve dans les modèles, dans nos variantes, les variables centrales, les valeurs centrales de nos variantes, c'est que la France gagnera 47 ou 48 médailles. Donc la France, nous, on pense qu'elle va gagner 47 ou 48 médailles. Là, on serait impeccable. Et puis, nos intervalles de confiance vont de 43 médailles au plus bas à 52 et même, avec une des variantes, jusqu'à 56 médailles. Mais la quatrième place, elle se joue à 70 médailles. Donc, quatrième, on oublie. On oublie. Pour la cinquième place, et selon les variantes du modèle, la France est, dans certains cas, devancée par le Japon, parce que le Japon est fait 52 à 55 médailles en général, sauf si la France surperforme. Donc, vous voyez, si la France fait 47-48 médailles, on est cinquième. Si elle surperforme, qu'elle arrive à 56, 52 ou 56, là, elle est en concurrence avec le Japon. Il se peut qu'elle dépasse le Japon. Mais en même temps, elle est talonnée par l'Australie. Parce que l'Australie, elle est à 46 ou 47. Alors, si jamais l'Australie fait des grands Jeux Olympiques, il se peut qu'il nous dépasse. Et donc, dans une réunion l'an dernier où il y avait la ministre, j'ai dit, écoutez, la cinquième place, elle est en débat entre 3 pays. Les 2 qui ont le plus de chances de l'avoir, c'est le Japon et la France. Mais il ne faut pas exclure l'Australie. L'Australie est susceptible d'avoir aussi la cinquième place. Alors tout va mieux depuis avant-hier, puisque maintenant ce qui est en jeu, ce n'est pas la cinquième place pour ces pays, c'est la quatrième, parce que les Russes, on ne va pas les compter. Alors on ne les mettra pas, on va les compter un par un, individu par individu, mais pas en tant qu'équipe. Par contre, plus derrière, dans le classement, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, mais qui sont très loin. Normalement, ils ne devraient pas menacer la France. Donc on croise les doigts pour finir. Et dernier point peut-être sur ce modèle, j'ai fait une adaptation de ce modèle pour les Jeux Olympiques d'hiver. Jusque-là, c'était un modèle pour les Jeux d'été. En ajoutant 2 variables, on peut le faire fonctionner pour les Jeux d'hiver. Alors, les 2 variables sont le nombre de stations de ski et de sport d'hiver dans les pays. Un pays qui a beaucoup de stations de sport d'hiver a plus de chances de gagner des médailles olympiques aux Jeux d'hiver. Et le taux d'enneigement, ou le degré d'enneigement du pays. Un pays, la Norvège, elle est 6 mois par an sous la neige. Bon, ils peuvent s'entraîner tout le temps. Enfin, ils peuvent s'entraîner beaucoup plus longtemps qu'en plein Sahara. OK ? Donc, voilà. Alors, en rentrant ces 2 variables, on peut transformer le modèle en modèle de prévision des Jeux Olympiques. Et en 2011, j'ai donc fait fonctionner ce modèle pour les Jeux de Sotchi. Et dès que ça s'est su, l'université de Sotchi m'a invité à présenter mes prévisions. Et mes prévisions, elles sont dans ce tableau. Donc le modèle aménagé là, pour les Jeux d'hiver, il prévoyait en 2011, donc on avait prévu, pour les États-Unis, 36 médailles, l'Allemagne 28, le Canada 27, la Russie 24, la Norvège 24, etc. Okay ? Et donc, le classement des pays, premier les États-Unis, deuxième l'Allemagne, troisième le Canada, quatrième la Russie, cinquième la Norvège. J'ai présenté ça devant il y avait des centaines d'étudiants dans l'amphi à Sotchi, et il y avait Madame la rectrice de l'université de Sotchi, qui, après m'avoir dit que j'étais un grand scientifique, blablabla, elle m'a dit « Je ne crois pas à votre résultat ». Et je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que je suis sûr que la Russie sera classée première ». Je lui ai dit, vous pouvez expliciter un peu là, pourquoi ? Elle me dit, parce que le président Vladimir Poutine l'a dit. Et s'il l'a dit, il va prendre toutes les mesures qu'il faut pour. Alors moi, j'ai évidemment traduit dopage. Hein. Je n'ai pas dit ça à la rectrice, mais je me suis dit, bon, ils vont les... Vraiment, ça va y aller fort, quoi. Bon, OK. Alors, arrive 2014, les Jeux de Sotchi se déroulent, et là, vous êtes dans la colonne centrale, qui est le nombre observé de médailles. OK ? Et qu'est-ce qui se passe ? La Russie, 33 médailles, ils sont premiers. Ah ! La rectrice avait raison.
La rectrice avait raison, et puis les États-Unis, deuxième avec 28 médailles, etc. Bon. Mais si vous revenez un an après, 11 Olympiens de l'équipe russe ont été disqualifiés. Pourquoi? Pour dopage. La Russie tombe à 22 médailles, c'est-à-dire à peu près ce que le modèle avait prévu. 24-22. Et elle est cinquième, elle aurait normalement dû être quatrième si les Pays-Bas n'avaient pas fait une énorme performance en skating, en patin. Voilà. Elle est revenue à ce qu'on avait prévu. Ce qui veut dire que notre modèle, voilà, il peut servir à évaluer la qualité de la performance d'une équipe olympique, mais il peut aussi suspecter des pays de dopage. Il peut détecter, enfin, il prend d'une certaine façon en compte le dopage. Dans ce cas-là, c'est intéressant de le voir. Alors voilà les références des publications, toutes les publications qui sont liées à ces modèles, y compris les Américains Bernard et Buss, dont tout le monde s'inspire. Est-ce que vous voulez faire une pause pour poser des questions, ou est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur le coût des Jeux Olympiques? Oui. On pose quelques questions là-dessus. Ouais. Puis on verra si on a du temps pour les... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Cette manière de procéder en économie s'appelle une expérience naturelle. Voilà. C'est-à-dire, si on ne tient pas compte d'un phénomène, on a un certain résultat. Si on tient compte de ce phénomène qui naturellement s'est produit, ça change le résultat. Ça s'appelle une expérience naturelle. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour ces Jeux de Sochi. Voilà. Et ça, il se trouve que là, ça marche bien. Ça marche pas toujours bien, hein, les expériences naturelles. Mais là c'est beau. Il y a plein de questions, mais oui. Il n'y a pas la variable le premier, deuxième, troisième. Puisque le rangement, puisque le résultat, c'est le nombre de médailles d'or. C'est exact. Alors, cette question, on en entraîne une cascade d'autres. Alors, je n'ai pas toutes les données. Mais, alors, c'est pas un défaut, c'est un choix et donc une certaine limite du modèle, c'est qu'il ne tient pas compte du fait que il y en a en or, il y en a en argent, il y en a en bronze. Alors, il y a des modèles qui essayent de prendre ça en considération. Je ne les ai pas mentionnés parce que nous, on n'a pas retenu cette méthode, mais qui disent, par exemple, on va donner 3 points, une valeur de 3 pour l'or, de 2 pour l'argent, de 1 pour le bronze. Ou, comme on sait maintenant ce que ça rapporte, 80 000 euros pour la France pour l'or, 40 000 pour l'argent, et on peut même le faire après en euros, et 20 000 pour le bronze. Okay, donc on peut faire ça. Évidemment, ça ne change rien au résultat de fond, mais ça change quelque chose, c'est que si on fait ça, on introduit une différence entre le raisonnement sur le nombre de médailles et le raisonnement en termes de classement. Puisqu'en fait, ça veut dire qu'on fait comme c'est souvent fait dans les tableaux olympiques. Les pays sont d'abord classés d'après le nombre de médailles d'or. Okay, donc, le premier, c'est celui qui a le plus de médailles d'or. Le deuxième, c'est celui qui est le deuxième en médaille d'or, mais qui, en médaille d'argent, en a moins que le premier. Et puis, le troisième, c'est celui qui est peut-être à égalité avec le deuxième sur les médailles d'or et d'argent, mais il a moins de médailles de bronze que le précédent, etc. Alors, ça s'appelle un classement pondéré. Okay, ça doit jouer sur les 5-6 premiers, peut-être? Oui, alors ça joue sur les pays qui gagnent beaucoup de médailles. Pour les pays à 0 médaille, ça ne change strictement rien. Et même pour les pays à 1 médaille, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, et comme vous le savez tous, l'enjeu des médailles, c'est aussi un enjeu politique. C'est-à-dire qui est la nation la plus forte du monde, etc. Bon, par rapport à ça, ce n'est pas indifférent de classer en pondérant ou en pondérant pas. Mais le problème sous-jacent à ta question, c'est ça. C'est est-ce qu'on prend les médailles comme équivalentes ou est-ce qu'on pondère selon la couleur de la médaille? C'est statistiquement facile à faire. Enfin, il n'y a pas de difficulté à faire ça. Mais derrière ça, il y a une autre question qui est pourquoi fait-on des classements des pays par médaille? Coubertin avait dit ce que l'on doit classer, ce sont les athlètes. Il disait à la limite que c'était interdit de faire des agrégations
d'athlètes par n'importe quel type de communauté, y compris nationale. Or, qu'est-ce qui a donné de l'importance à ces classements dont je parle? C'est un truc qui s'appelle la guerre froide. C'est ce qui s'est passé dans les années 50, etc., à partir duquel la RDA disait on est le 3e pays du monde parce qu'en termes de médailles, il n'y a que l'URSS et les États-Unis qui sont plus forts que nous. Voilà. Oui. Et ça perdure, malheureusement. Alors, une question. Il y a une question Éric dans le fond, Lavry. monsieur. Et voilà. Oui. Oui. Après, sur la question de la nationalisation du XXe siècle. La formation des athlètes est spécifique dans chaque pays. C'est une formation qui est centralisée, décentralisée, par le scolaire ou pas, cette dimension-là. Alors, je vais répondre à cette question, mais je reviendrai à ce que vous avez dit précédemment, si je n'ai pas oublié entre-temps. Alors, indirectement, on a pris en compte la formation. Pourquoi? Parce que si on prend le budget des sports, une partie de ce budget sert à la formation. Okay, et ce qu'on pourrait faire en plus, c'est prendre les salaires des profs d'éducation physique qui ne sont pas au ministère des Sports, mais au ministère de l'Éducation. Ça ne serait pas totalement impossible. Mais, encore une fois, la formation sportive, enfin la formation, quand on regarde le budget des sports, enfin, les salaires versés par le ministère de l'Éducation, après, vous avez un gros problème d'imputation. Qu'est-ce qui va là-dedans à la préparation olympique, directement ou indirectement? Donc vous voyez, vous rentrez dans déjà des complications pour trouver la valeur de la variable, rien qu'en France. Mais comme je vous ai dit qu'il n'y a que 30 pays dans le monde pour lesquels on connaît les budgets des sports, il doit y en avoir une cinquantaine pour lesquels on connaît les budgets de l'éducation correctement, on oublie. Voilà, il y a toujours en économie du sport, enfin il y a de moins en moins, mais il y a toujours un problème de données. On peut faire des calculs qu'avec les données qui existent ou qui sont publiées. Donc la principale raison pour laquelle on ne l'a pas pris, c'est ça, c'est qu'au mieux on l'aurait renseigné pour une dizaine ou une vingtaine de pays, au mieux, et de manière compliquée, c'est-à-dire allons savoir dans le budget hollandais qu'est-ce qui sert à la formation de gens qui finalement vont devenir des Olympiens. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est en soi une étude qu'il faudrait faire pour chacun des pays. Donc, quand on fait de la prévision, on ne peut pas reconstruire le monde dans chacun des pays, dans tous ces détails. Donc ça, on oublie, et on peut simplement dire, bon, le budget des sports est une vague approximation du problème que vous soulevez. Alors, par contre, vous avez, au début, vous avez dit, on pourrait prendre en compte les finalistes, etc. Alors, je vais vous donner deux réponses. Bon, la première réponse, c'est celle que j'ai donnée précédemment. L'Union soviétique se tamponnait du nombre de finalistes. Ce qu'ils voulaient, c'est des médailles. Et il n'y a pas beaucoup... À part l'Inde et quelques pays bizarres comme ça, tous les pays sont concentrés sur quoi? Le nombre de médailles, pas le nombre de quarts de finalistes. Okay, ou de demi-finalistes. Donc voilà. Et il n'y a pas de classement qui opère sur le nombre de demi-finalistes, etc. Donc, voilà la raison pour laquelle on ne le fait pas. Mais ce n'est pas une question vide de sens. On a essayé d'adapter notre modèle mathématique, là, à la prévision de la Coupe du Monde de FIFA. On a essayé d'utiliser ce modèle pour expliquer et ensuite prévoir les résultats de la Coupe du Monde FIFA. Alors, évidemment, il y a un énorme problème, là, c'est que ça se joue sur des matchs éliminatoires. Et c'est ce qui fait que ce modèle est mauvais, enfin, il est beaucoup moins bon pour expliquer et prévoir les résultats de la FIFA, de la Coupe du Monde FIFA. Mais, évidemment, comme on était conscient de ce problème-là, qu'est-ce que l'on a fait dans notre modèle? C'est un modèle que j'ai fait uniquement avec mon épouse. On a fait, qui est statisticienne, donc on a fait un modèle qui cherchait à prévoir les 4 demi-finalistes. En ayant le raisonnement suivant, aux Jeux Olympiques, on cherche les 3 premiers. Bon, là, le chiffre le plus proche, c'est 4. On va prendre les 4 premiers, qui sont les 4 demi-finalistes, puisqu'à la fin, ils seront classés. Il y aura le premier qui est le champion du monde
de foot. Le deuxième, c'est le finaliste. Après, il y a un match entre les deux demi-finalistes perdants qui va déterminer lequel est troisième, lequel est quatrième. Donc on s'est dit, de chercher à déterminer les 4 premiers, ça a un sens. On a essayé d'adapter notre modèle, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, et on n'est pas les seuls à avoir fait ça. On a fait ça pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, je crois, la première fois. Et on s'est aperçu que toutes les grandes banques du monde vendaient ça. Vendaient à leurs bons clients le résultat de la Coupe du Monde à venir. Alors, si vous empruntiez 3 millions d'euros, ils disaient en prime, on peut vous donner. Comme ça, si vous voulez parier sur qui va gagner la Coupe du Monde, enfin, on fait cadeau, quoi. Voilà. Et le résultat général de tous ces modèles, le nôtre étant pas pire que les autres, pas tellement meilleur non plus, c'est qu'aucun des modèles n'arrive à deviner, entre guillemets pour deviner, à prévoir les 4 demi-finalistes. Et ça, c'est dû au fait que l'épreuve se termine par des éliminatoires. Et par exemple, un truc qui a fait capoter notre résultat, jusque-là, on avait d'assez bons résultats, c'est que, je crois, le Ghana a battu les États-Unis, un truc totalement inattendu. Alors là, tous les modèles se sont effondrés parce que personne ne pouvait prévoir ça dans son modèle. Voilà. Donc, mais votre question peut avoir du sens à cet égard. José, oui, pardon. En fait, vous avez en partie... oui. La question que vous posez, c'est de dire tout à l'heure, quand vous avez parlé du football féminin, effectivement, le niveau budgétaire de chaque club était en corrélation directe avec les résultats. Oui. Et donc, on peut penser que c'est un paramètre extrêmement impact. Oui. Donc, le fait de dire je ne le prends pas, vous vous ôtez sûrement pas toutes les données, vous ne puissiez pas, de façon scientifique, en tous les cas. Oui. Alors, votre remarque est tout à fait pertinente et je suis d'accord avec. Dans un autre exercice, en 2008, le cabinet Amnios, qui travaillait pour le ministère des Sports, m'avait demandé de les conseiller sur je ne sais plus quoi, bon, peu importe. Et à un moment donné de notre étude, j'avais suggéré de faire le petit calcul. Alors, c'était moins sophistiqué que le modèle que je vous ai présenté. Le petit calcul suivant, c'est-à-dire de voir s'il y avait une corrélation pour les seuls pays de l'Union européenne. D'accord, donc 27 pays, ou à l'époque, je ne sais pas si on était déjà 27, peu importe, enfin, l'ordre de 25 pays, entre 25 et 28 pays, de faire un calcul qui était de voir s'il y avait une corrélation entre le montant du budget des sports en Belgique, en Allemagne, en France, dans tous les pays de l'Union européenne, et leur nombre de médailles aux Jeux olympiques précédents, qui devaient être les Jeux de Pékin. Et la corrélation est extrêmement bonne. C'est très corrélé. Donc, si vous voulez, c'est la même chose que j'ai dit sur le foot. Alors, il y a quand même un petit défaut dans cette corrélation, c'est que, comme vous le savez certainement mieux que moi, le budget des sports, il est compartimenté. Alors déjà, la première chose, il est faible. Enfin, en France, il est relativement faible, et dans beaucoup des pays de l'Union européenne, il est assez faible. Hein. Okay. Comparé par exemple à ce qu'il est en Russie, etc. Donc il est faible, mais surtout il est compartimenté. C'est-à-dire la totalité du budget des sports ne va pas au sport de haut niveau. D'accord ? Donc il faut voir quelle est la part du budget des sports qui va au sport pour tous, pour faire simple, et quelle est la part du budget des sports qui va au haut niveau. Et dans le haut niveau, il se trouve qu'il y a des disciplines non olympiques, genre rugby, ou etc., et qui pompent de l'argent dans le budget, enfin qui ont droit à leur part du budget des sports. Donc vous voyez, pour arriver, il faudrait réussir à affiner le calcul pour dire combien dans le budget des sports est-il attribué aux sports olympiques de haut niveau, mais il n'y a pas que les sports olympiques qui sont de haut niveau. Voilà. Et de faire ce calcul pour les 27 pays de l'UE, et on améliorerait la corrélation que j'avais calculée en 2008. Mais ça, il y a 180 pays du monde, on ne peut pas le faire. Okay.
170 pays du monde, on ne peut pas le faire. On n'a pas les données pour le faire. Tu pointes effectivement la politique sportive de chaque pays. Oui, oui, tout à fait. Et la forme de politique sportive. L'Angleterre, je travaille dessus, 30 millions sur le cyclisme pour 2012. La Fédération de France, c'était 5 millions, même pas, oui, en France. Bien sûr. Donc forcément, le résultat était égalé. Donc c'est plus facile de le faire avec des pays comme ça. Tout à fait. Sans doute que... Pour prolonger ta remarque, il se trouve que la Grande-Bretagne, dans notre modèle, enfin, en la comparant à notre modèle, a surperformé en 2008 à Pékin, déjà en 2008 à Pékin, parce qu'elle avait déjà commencé à investir beaucoup dans le cyclisme. Et elle a performé, je crois qu'elle a fait 48 médailles à Pékin, ou c'était à peu près ça, dont 12 rien qu'en cyclisme sur piste, dont Froome, etc., sont les descendants. Voilà. Donc, en effet, et ça, donc derrière cette question, il y en a une autre qui est: est-ce qu'un pays qui va participer aux Jeux Olympiques a intérêt ou non à se spécialiser dans très peu de sports? C'est ce qu'ils ont fait, le choix qu'ils ont fait. C'est ce qu'on fait, c'est le choix de la Grande-Bretagne. Je ne suis pas certain que ce soit... Enfin, Onesta, là, depuis que tout le monde a constaté les 33 médailles de Tokyo, je crois qu'ils ont resserré les boulons sur certains sports. Justement, comment tu expliques cette contre-performance de Tokyo? Alors, la première chose, c'est que dans... Par rapport aux médailles prévues. Oui, c'est... on l'explique... Enfin, on l'explique pas. C'est pas explicable de manière macro. C'est pas explicable par les variables macro. Alors, c'est explicable, évidemment, par des contre-performances individuelles, etc. Ou des contre-performances collectives du type, il y a une fédération qui est complètement passée à côté. Je dirais par exemple l'athlétisme. D'habitude, la France a plus qu'une médaille en athlétisme. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché du côté de l'athlétisme, ce que Odesta ne s'est pas privé de répéter maintes fois. Ça va être meilleur pour 2022. Oui, en plus on aura toujours meilleur. Donc, oui. Donc, voilà. Oui. Oui. Est-ce que les moyens du pays sont les mêmes quand c'est la Grèce, même si la Grèce déjà physique est très... Est-ce qu'il n'y a pas une influence Oui. Alors, pourquoi Bernard Hébus, puis nous, puis presque tout le monde, prend en compte la variable pays hôte? C'est que d'une Olympiade à l'autre, on vérifie que cette variable majore le nombre de médailles du pays. Donc si on prend la Grèce, Athènes 2004, alors je ne me souviens plus du nombre de médailles qu'ils ont gagnées, mais c'était exceptionnel. Ils n'en ont plus jamais regagné autant, ils n'en avaient jamais gagné autant. Et donc, le pourcentage, c'était peut-être 20% ou 30% de médailles de plus, peu importe. Donc, ce qui change, et c'est ça la réponse à votre question, c'est que dans tous les cas, cette variable majore le nombre de médailles, mais le pourcentage de majoration c'est pas 30%, quel que soit le pays. Et justement, le fait que c'est plutôt 10%, 30%, etc., dépend en partie des autres variables, c'est-à-dire de sa population, du fait que c'est un pays riche ou un pays moins riche, etc. Mais par contre, l'effet, ça marche toujours. Alors cet effet que Jean-François appelait tout à l'heure home advantage, c'est une variable incontournable dans tous les travaux, en particulier américains, mais aussi européens, sur l'explication et la prévision éventuelle des résultats sportifs des sports d'équipe. Voilà. Le baseball, voilà, une équipe gagne plus souvent si elle joue sur son terrain qu'ailleurs, voilà, etc. Et alors, pourquoi elle gagne plus sur son terrain qu'ailleurs? Alors après, on peut rentrer dans une explication. Eh bien, parce que les visiteurs, eux, ils subissent un long voyage, un décalage horaire, et ils jouent pas sur ce terrain synthétique d'habitude, mais sur autre chose. Et bon, ils ont pas l'habitude de jouer là, alors que l'équipe haute, elle peut jouer les yeux fermés sur son terrain. Et elle va quand même gagner. Alors, merci. Une question à titre individuel que je me posais, enfin deux questions, une question de vocabulaire et une vraie question. Question de vocabulaire, pourquoi parler toujours d'équipe olympique et dans le monde politique, on l'entend de plus en plus, et ne plus utiliser la
terminologie de délégation olympique? Oui, alors ça, c'est une bonne question au sens suivant. C'est une excellente question pour le futur. Pour le futur, il y aura peut-être encore des équipes olympiques, mais il y aura de moins en moins de délégations. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des problèmes de changement climatique, etc., qui vont faire que, qu'on le veuille ou non, les Jeux olympiques vont devoir, ce n'est pas un souhait ni rien, vont être obligés de se rétrécir. On ne va plus faire voyager des gens à travers les continents par centaines de milliers. Parce qu'ils prennent l'avion, ces gens-là. Oui. Okay. Là, notre observatoire vient de faire réaliser une étude sur la Coupe du Monde de rugby 23. 95% de la pollution créée par cette épreuve, c'est des trajets en avion. Et donc, le cabinet conseil qui fait cette étude, qui m'a envoyé l'étude, elle n'est pas encore validée, donc ne le répétez pas pour l'instant, parmi ses recommandations, il faudrait obliger les gens à qui on vend des tickets pour la Coupe du Monde de rugby prochaine, il faudrait les obliger à ne pas prendre l'avion. Sauf qu'il y a un problème, les Australiens, si la Coupe du Monde a lieu en France, ils ne viennent pas à la nage. Bon, alors je leur ai dit, attendez, ça c'est une recommandation, moi je ne la censure pas. Mais en termes de liberté... Oui, voilà, ça pose beaucoup de problèmes. Mais je leur ai dit, vous pourriez imaginer qu'on ne vende pas de billets aux gens qui se déplacent en jet privé. Et que donc, les gens qui achètent le billet s'engagent à se déplacer autrement qu'en jet privé. Ils prennent un avion avec 300 personnes dedans, comme tout le monde. Okay. Et donc, ils polluent 300 fois moins. Alors, très intéressant, je pensais pas aller sur ce terrain-là, qui est extrêmement actuel. Et la question que Et donc, pour finir sur délégation, la délégation, c'est le truc très officiel. C'est-à-dire, c'est non seulement l'équipe d'athlètes, l'équipe des coachs, des masseurs, des machins, des trucs. Et puis, il y a des tas de gens qui sont là. Moi, personnellement, en tant qu'économiste, je me demande pourquoi ils y sont. Ils y sont parce qu'ils sont présidents de la fédération, truc chouette. Ils font rien, quoi. Ils viennent voir les jeux, quoi. Ils sont des spectateurs gratuits. Bon, un économiste peut émettre une opinion là-dessus, quoi. Voilà. Et alors la question scientifique, vraie en fait, quelque part elle était vraie aussi, puisque derrière il y a une vision politique, il y a une vision environnementale, donc c'est pas si neutre que ça cette question terminologique. Et puis les collègues qui étudient la terminologie me laisseraient pas dire que leur science n'est pas... Oui, d'accord. Mais ma question géographique, parce que je suis géographe, donc là je joue dans mon terrain, c'est est-ce qu'il y a quand même dans ces calculs des possibilités ou des liens avec ce que fait Loïc Ravenel, avec ce que fait l'équipe du CIES, avec les collègues géographes, ou bien est-ce que c'est des modèles trop différents et que ça ne permet pas vraiment de... C'est-à-dire, alors il se trouve que je connais personnellement Poli, oui, que je connais Raphaël, beaucoup mieux, et je connais un peu Ravenel. Et je connais leurs travaux, on s'est rencontrés plusieurs fois. Donc je dirais tout de suite que ce qu'ils font, c'est tout à fait intéressant. Mais je vais vous faire remarquer que ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent d'un seul sport, et en plus d'un sport d'équipe. Ils s'occupent du football, et que du football. Alors Loïc Ravenel a fait des travaux aussi sur d'autres... Le truc du CIES, c'est que le football. Pratiquement, oui. Oui. Alors c'est très très bien parce que... mais du coup, oui. Ça sert à des tas de gens. Leurs travaux sont cités, sont utiles. Ils en vendent certains, d'autres sont gratuits, etc. Bon. Et tout le monde est intéressé. Enfin, tous ceux qui s'intéressent au foot sont intéressés par deux choses. Ces données du CIES, ces travaux du CIES, et par un autre groupe qui s'appelle Transfermarkt, qui est un groupe allemand qui est aussi bon. Et donc, c'est utile, c'est intéressant, etc. Mais, si vous voulez, ce qu'ils perdent définitivement, et c'est pour ça que leurs travaux, même s'ils étaient les meilleurs du monde, ils ne pourraient pas me servir à moi, à notre équipe, pour s'occuper des Jeux Olympiques. C'est que, justement, aux Jeux Olympiques, ce qui se passe,
et notamment quand on travaille en prévision, c'est qu'il y a un pays, la France, on annonce 48 médailles. Bon. Alors tout le monde va commencer à se dire, ou des gens vont faire des calculs pour dire, ah oui, mais il y en aura 2 en athlétisme, 5 en natation, 8 en escrime, etc. Okay, bon, arrivent les Jeux. La France ne gagne pas ses médailles en athlétisme, mais elle en gagne 2 fois plus en natation. Du coup, notre prévision reste bonne, même si la répartition par sport est différente. Ça, c'est un effet que les travaux de Ravenel et Poli ne peuvent pas prendre en compte, parce qu'ils sont unidisciplinaires. Okay, voilà. Alors, ce n'est pas une limite de leurs travaux, c'est simplement qu'ils travaillent sur un seul sport, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Mais disons que leurs travaux ne peuvent pas tellement servir pour les Jeux Olympiques. Voilà. Alors, il y a Carmen qui vient de me prévenir qu'on va être obligé de s'arrêter 5 minutes parce qu'il y a au vu des nouvelles politiques, etc., on ferme un peu plus tôt. Donc, il y avait un étudiant ou des étudiants. Il y avait une question, oui. Vas-y. Home advantage. Bien entendu, oui, bien entendu. Si vous rentrez le breakdance, vous êtes sans doute un pays qui le pratique. Enfin, qui demande, enfin, un pays hôte qui a été désigné comme hôte et qui demande d'entrer le breakdance, c'est certainement qu'il espère des médailles. Hein. Si on n'avait pas le tennis de table, bon, il est olympique déjà, mais s'il ne l'était pas, la France demanderait immédiatement le tennis de table parce que l'un des frères Lebrun va au moins faire une médaille. Enfin, on espère, puisque les 5 premiers mondiaux sont chinois, mais en double, peut-être, ils sont meilleurs. Oui, alors, bon, le problème, c'est que d'une Olympiade à l'autre, il y a une révision. Il y a même à un moment, le rugby a été olympique quelque temps, puis sorti. Bon, c'est sûr que dans le fait d'être pays hôte, on attend beaucoup d'effets économiques dont je n'ai pas parlé, hein, qui est le coût, l'impact, etc. Mais évidemment, ce n'est pas complètement neutre du point de vue des médailles qu'on attend. On espère bénéficier de l'effet pays hôte, donc on aura plus de médailles. Bon, on va être obligé de te réinviter. Okay. Hein. Ok. Ah oui, d'accord. Entendu. Pour parler effectivement qui est passionnant sur les conséquences économiques des événements. Ah oui, alors, on aurait pu parler, je l'ai effacé, oui, du coût, et de l'impact et de l'héritage. Voilà, ça, c'est les 3 domaines où les économies... Mais cela nous intéresse un peu. Bon, voilà. Alors, une autre fois. Avec grand plaisir. Merci. Merci encore et merci à tous.